Alors, on enlève la valve, tu glisses le haricot dedans, et c'est bon, ça va se dégonfler tranquille. Ils agissent de nuit, dissimulent leur visage, car ce qu'ils sont en train de faire est illégal. Ça marche? Un SUV à Paris, ça sert à rien. Tu vas pas me faire croire qu'il y a des chemins escarpés, des roues boueuses, quoi que ce soit. Je pense que ça devrait être interdit de base, mais puisque les politiques font pas leur boulot et qu'ils l'interdisent pas, nous on est obligé de faire le nôtre en essayant de dissuader les gens d'en acheter. Un haricot pour bloquer la valve et dégonfler le pneu. Pas question de crevaison. La dégradation est légère. Le geste se veut pédagogue. On dépose sur le pare-brise un petit message qu'il faut prévenir les gens qui sont un peu dégonflés, où on explique, voilà, ne le prenez pas contre vous, c'est votre SUV le pollueur. On dit que les SUV sont la deuxième source de croissance des émissions de CO2 en France et dans le monde. Ce soir, ils sont 9, bien insérés dans la société, mais tous très inquiets pour l'avenir de la planète. Alors ils passent à l'action. Moi, j'aurais jamais pensé faire des actions un peu illégales dans ma vie. Je n'ai jamais été une militante écolo jusqu'à il y a très récemment. Ma prise de conscience, ça a été ma grossesse, en fait, que là, aujourd'hui, je suis enceinte. Et je peux pas imaginer mettre un enfant dans ce monde sans essayer de me battre pour pas l'envoyer mais à la catastrophe, en fait. Cette même nuit, d'autres dégonfleurs agissent simultanément dans 8 pays. Les photos sont immédiatement mises en ligne sur les réseaux sociaux. Plus de 900 véhicules seront dégradés. Les actions de désobéissance civile se multiplient. Les plus spectaculaires suscitent de vives polémiques, jusqu'à parfois brouiller le message. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? L'art ou la vie? Est-ce que l'art vaut plus que la nourriture ou que la justice? J'ai peur parce que la science nous dit que nous ne serons pas capables de nourrir nos familles en 2050. L'inaction gouvernementale est un crime de masse contre notre génération. Je suis très préoccupée par ce phénomène que j'ai appelé moi-même d'éco-vandalisme. Je dirais que ceux qui font ça desservent la cause. La question qu'il pose, et c'est la question que je pose aussi, c'est comment on fait pour prendre conscience de la gravité de la situation ? Je me demande si des gens antipathiques utilisant des méthodes que je désapprouve ne jouent pas un rôle nécessaire. Qui sont ces nouveaux activistes du climat? Pourquoi ont-ils choisi la désobéissance civile? Leurs actions sont-elles efficaces? En France, un groupe s'est fait connaître en juin 2022 en interrompant la demi-finale de Roland-Garros. Contrairement au mouvement écologiste traditionnel, ce mouvement, baptisé Dernière Rénovation, met en avant une unique revendication, la rénovation thermique des bâtiments. Leurs actions sont illégales, elles sont donc préparées dans des lieux tenus secrets. Ce soir, une dizaine d'activistes préparent le blocage du périphérique parisien. Par contre, eux deux, on va les attendre, je pense. Le mouvement a déjà mené une trentaine d'actions en moins de 2 mois. Maintenant, on va faire un tour des prénoms, si vous voulez, en commençant par Nour. Jérôme. Laure. Charles. Marie. Ce groupe se rencontre pour la première fois. Beaucoup ont découvert le mouvement via les réseaux sociaux. C'est leur première action de désobéissance civile. Je suis un peu stressée parce que c'est un peu flou encore. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais voilà, je suis contente de vous rencontrer, de mettre des visages un peu. Ça me rassure. J'ai à la fois hâte que ça commence et hâte que ça termine, parce que ça peut être agréable, je pense, ensemble. Mais j'ai quand même hâte que ça soit fait au sens où j'ai envie d'avoir franchi cette étape-là pour me sentir mieux quand même dans le militantisme que j'ai envie de commencer. Donc, voilà. Je suis très très contente de vous rencontrer. Je trouve que c'est hyper important. Vous êtes tous beaux et je vous aime déjà. Sacha a 23 ans. C'est la plus expérimentée du groupe. Ce soir, c'est elle qui forme ses camarades sur la base d'un document rédigé par le collectif. Dernière Rénovation fait des préconisations qui sont basées sur l'expérience des actions précédentes. Leur priorité, la non-violence. Si des automobilistes nous sortent de la route, faire le poids mort comme vue en formation, attendre que la personne qui vous est traînée ne fasse plus attention à vous et s'éloigne, et enfin, retourner sur la route en marchant ou, idéalement, en glissant sur vos fesses, en fonction de la distance et en fonction de l'agressivité de la personne en face. Une partie de la soirée est consacrée à la garde à vue. Tous savent qu'ils vont y passer
et beaucoup n'ont encore jamais eu affaire à la justice. Ne signez aucun document, ne rien déclarer à l'exception de la petite identité, et vous ne la donnez que lorsqu'on vous a clairement dit « Oui monsieur, oui madame, vous êtes en garde à vue ». Et la durée de garde à vue ? Il faut plutôt s'attendre à 24 heures de garde à vue. Voilà. Baptiste, en termes de largeur, à quel point est-ce qu'on est similaire à la route? En vrai, c'est forcément moins grand qu'une 3 voies. Sacha a déjà participé à 3 blocages. Elle a l'impression d'avoir enfin trouvé un mode d'action efficace. Ça fait longtemps que j'ai une grosse perte de sens d'une étude parce que c'est, comme ça a été tellement dit, à quoi ça sert d'avoir un diplôme si on n'a pas de futur? Donc du coup, le truc numéro 1 dans ma vie, c'est juste m'assurer d'avoir un futur. Ça faisait déjà 3 ans que j'essayais d'un peu de lutter pour ma survie et pour celle du reste des espèces vivantes et du reste des humains, et que j'avais l'impression juste que ça n'aboutissait à rien. J'avais l'impression de faire du pointillisme. De quelle manière? Je faisais une action par-ci pour dénoncer l'impact d'Amazon, une action par-là pour dénoncer l'impact de l'aviation, encore une autre sur la malbouffe, encore une autre sur la fast fashion. Moi, j'apprenais plein de choses, mais j'avais vraiment l'impression de faire ça pour moi et j'avais pas l'impression qu'il y avait des victoires en vue. Nour était en charge des questions environnementales dans une grosse PME du luxe, mais sans y trouver son compte. Avec très peu de moyens, on peut se faire entendre, c'est ça, quoi. C'est ça où c'est malin, quoi. La première fois, ils étaient 5 et ils ont eu toutes les télés du monde, quoi. Et puis le fait aussi de s'engager, c'est aussi personnel, ça donne de l'espoir, parce qu'on crève tous de ne plus avoir d'espoir. Allez-y, commencez à mettre vos gilets. C'est tout bon pour vous? Ok, allons-y. Dans l'ordre, on se met dans l'ordre. Il est 8 h. L'heure de pointe sur le périphérique. Attention, attention. Vas-y, viens jusque-là, Ok, on s'assoit. Nous sommes aux dernières rénovations, un mouvement citoyen de résistance civile, là pour demander au gouvernement la rénovation thermique des bâtiments. Donc la police est déjà prévenue, ça va durer... On travaille, dégagez là. C'est quoi ça? On travaille, dégagez là. Tous les jours vous faites ça là. On va rater des avions. Allez, bougez d'ici. Manifestez comme vous voulez, mais pas ici. Voilà. Cassez-moi là un peu là. Tu te remets tu te tapes. Malgré les tensions, les activistes s'en tiennent au principe de non-violence. Je suis désolé pour vous, monsieur. Je suis dans la merde, je vais perdre mon travail. S'il te plaît, arrête. Monsieur, est-ce que vous allez mettre un coup avec votre casque? C'est pas ici qu'on manifeste, allez devant l'Élysée chez moi. Mais ça ne sert à rien, monsieur, on l'a fait, on a pétitionné. Eh ben ça y est, lâchez l'affaire, c'est fini. Mais on ne peut pas lâcher l'affaire, si on lâche l'affaire dans 10 ans, vous-même, ça va être la catastrophe. Nour et les autres activistes le savent. Ils ne convaincront pas les automobilistes ce matin. Leur objectif est avant tout de produire des scènes spectaculaires pour attirer l'attention sur leur discours. Plusieurs médias ont été invités. Les militants eux-mêmes se filment pour relayer les images sur les réseaux sociaux. On a besoin le plus possible de décarboner nos économies, nos sociétés. Quand la police arrive, certains collent leurs mains au sol pour retarder l'évacuation. Monsieur Lab, il y a un véhicule du SAMU qui est en urgence. Ok, on lève. On va vous demander de vous décaler là sur la file de droite. Allez-y, ouais, décalez-vous. Encore. Vous décalez sur la droite. Allez, je suis collé. Il y a un véhicule du SAMU. Venez, non, Cyril. C'est le SAMU, on dégage. Mais c'est pas le SAMU, c'est la police, regarde. On s'est fait avoir. Comme des bleus. Désolé, on s'est fait avoir. On aurait fait 10 secondes de plus, voilà. On apprend. Bon, maintenant vous êtes prévenus. Allez hop, c'est parti. La circulation reprend après une trentaine de minutes de blocage. Les 11 militants seront tous placés en garde à vue. Allez-y, passez de l'autre côté. Doucement. Allez-y. 2 d'entre eux, récidivistes, comparaîtront devant la justice au mois de janvier.
Il risque jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende pour entrave à la circulation. Perturber, faire du bruit, même si les actions n'ont aucun lien avec la rénovation énergétique des bâtiments. Cette stratégie qui attire des critiques est totalement assumée par le collectif. Thibault est l'un des membres fondateurs de Dernière Rénovation. À 27 ans, il est diplômé de sciences politiques et d'urbanisme. Enfin, si on ouvrait de nouvelles formations, il y aurait sûrement des nouvelles personnes qui auraient envie de venir. Il a mis son activité professionnelle de côté pour faire grandir le mouvement. Ils étaient 5 en février 2022. Aujourd'hui, ils seraient 500, formés pour passer à l'action. La seule question qu'il est moralement légitime de se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui marcherait mieux que ça? Parce que dans l'absolu, quel plan est parfait? J'en sais rien. On a juste regardé qu'est-ce qui s'était passé sur les 40-50 dernières années. On a regardé qu'est-ce qui avait fonctionné sur les 200-300 dernières années. On a regardé le temps qui nous restait et ce qu'on pouvait faire. Et c'est comme ça que tellement de changements sociaux sont advenus. C'est qu'à un moment, il y a des choses qui provoquent une conversation et juste rester dans les clous, ça ne provoque pas une conversation parce que tout le monde y est habitué. Donc il y a un côté, c'est un peu comme une alarme d'une certaine manière. Une alarme, c'est pas une musique d'ascenseur. C'est un truc qui sort du cadre, c'est un truc qui perturbe, c'est un truc qui crée la conversation. À Grenoble, des chercheurs s'intéressent à ces nouvelles formes d'activisme. Ils viennent de lancer une étude pour comparer leur couverture médiatique. Ils ont codé le temps que les journaux télévisés ont accordé aux événements marquants de ces dernières années. Déjà, un premier résultat, c'est qu'il y a beaucoup de zéros. C'est-à-dire, ce qui veut dire qu'en fait, un certain nombre d'actions ont du mal à passer le cap de s'inscrire dans les médias. Une fois passé ce cap, les activistes parviennent-ils à faire parler de l'enjeu du réchauffement climatique? Ce qui nous intéressait, c'était de savoir donc, si on parlait surtout de l'action et des outils de mobilisation, donc du type d'action, du répertoire d'action, comme on dit en sciences politiques, ou si on avait du temps pour parler des enjeux du réchauffement climatique, de l'eau, etc. Et ce qu'on constate, c'est que dans le fond, les activistes réussissent quand même à ce qu'on parle un peu des enjeux, de l'ordre de 40%, même si on parle surtout du répertoire d'action. Et par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une grosse différence entre les actions, puisque une action comme celle d'avoir aspergé de la soupe sur la vitre devant Van Gogh, c'est 100% consacré au répertoire, aux problèmes que ça pose, à la légitimité de ce type de méthode. Un Britannique a joué un rôle essentiel dans le retour en force de ces méthodes choc. Roger Hallam est un agriculteur bio qui est retourné à l'université pour étudier la désobéissance civile. Être gentil ne fonctionne pas. La perturbation attire l'attention. Et l'attention est le premier pas pour faire changer les mentalités. L'idée, c'était de s'inspirer du mouvement américain des droits civiques des années 50 et 60, mené par des figures comme Martin Luther King, et de transposer ces techniques au contexte du changement climatique. Si vous voulez changer rapidement la direction politique d'une société, dans le délai le plus court possible, il n'y a qu'un seul moyen de le faire. Et ce moyen, c'est la désobéissance civile de masse. En 2018, il parcourt l'Angleterre pour annoncer la catastrophe climatique, avec un écho inattendu. Nous nous sommes rendus à une de ces premières réunions en septembre 2018 dans l'Est de Londres. Nous étions 30 dans la pièce et nous nous sommes tous dit « c'est sympa, mais ça n'ira pas bien loin ». 6 mois plus tard, 6000 personnes bloquaient les ponts de la Tamise à Londres. Et 6 mois après, ils étaient 10 000 à immobiliser Londres près d'une semaine. L'opération est spectaculaire. La capitale britannique paralysée. Le mouvement Extinction Rébellion est né. Il parvient à mobiliser bien au-delà du cercle habituel des activistes du climat. Ce mouvement a été pensé comme un mouvement de masse, avec des familles, des grands-mères, des enfants, des mamans et des bébés, des communautés religieuses, mais aussi des avocats et des docteurs. Claire Farrell a participé à l'organisation de cette semaine de blocage londonienne.
L'idée, c'était de rendre la situation dramatique pour faire prendre conscience au public du degré de gravité et du sérieux du danger. Le 1er mai 2019, les activistes obtiennent une victoire symbolique. Le Parlement britannique est le premier au monde à déclarer l'état d'urgence climatique. Mais Extinction Rebellion fait face à un défi. Comment inscrire son action dans la durée ? Un des problèmes pour les mouvements sociaux, c'est de garder l'attention des médias. On fait une action, les médias en parlent. Mais ils ont aussi tendance à s'en lasser. Roger Allam est très inventif, très créatif, et il réfléchit toujours à ce qui pourra choquer les médias, choquer les hommes politiques, pour que les choses bougent. Dans son obsession de choquer, Roger Allam va aller très loin. En novembre 2019, il compare le réchauffement climatique à l'Holocauste dans des journaux allemands. Le changement climatique n'est que le tuyau par lequel le gaz pénètre dans la chambre à gaz. C'est juste le mécanisme par lequel une génération en tue une autre. L'Holocauste est juste une connerie de plus dans l'histoire humaine. La sortie passe mal, d'autant que le dérapage semble avoir été minutieusement préparé par Allam. Tino était en charge de la communication au sein d'Extinction Rebellion Allemagne quand le scandale a éclaté. Il nous a informés par mail. Cette interview va être publiée et va créer un choc. Dans le mail, il y avait un document avec des éléments de langage en pièces jointes pour nous conseiller sur nos réponses à donner aux journalistes. C'était non seulement pour moi, mais aussi pour tous mes camarades activistes un énorme choc, le voir instrumentaliser d'une telle manière l'Holocauste à son profit. Il a été très clair tout de suite pour Extinction Rebellion Allemagne que c'était insupportable d'un point de vue moral et éthique. Depuis, Roger Allam a pris ses distances avec Extinction Rebellion. Mais la stratégie de perturbation est désormais solidement ancrée dans le mouvement climatique. Le 10 décembre, 200 militants masqués envahissent une cimenterie Lafarge dans les Bouches-du-Rhône. Une opération de sabotage avec des haches, des marteaux. On est au-delà de l'activisme, là c'est vraiment une action criminelle extrêmement violente contre les matériels. Et ils ont vraiment tout saccagé. L'usine a repris sa production en moins d'une semaine. Pour ces activistes, il ne s'agit plus seulement de faire un coup d'éclat médiatique, mais de s'en prendre directement aux pollueurs. Nous avons désarmé plusieurs infrastructures, dont l'incinérateur du site. Aujourd'hui, sur les 50 sites les plus polluants de France, 20 sont des cimenteries. Nous considérons aujourd'hui que les actes posés et les dégâts qui ont été causés ne sont rien par rapport aux dégâts causés par l'entreprise sur la vie humaine et l'environnement. Des actions de sabotage d'une telle ampleur restent exceptionnelles en France. Mais elles interrogent. Jusqu'où agir pour le climat ? Ce débat qui divise au sein même des activistes est suivi avec attention par l'une des figures de la désobéissance civile en France, José Bové. Souvent on dit, on agit, on se moque de vous, vous passez en procès, vous allez en prison et à la fin vous gagnez. José Bové vit toujours sur le plateau du Larzac, où il a mené ses premiers combats. Dans les années 70, il s'oppose à l'extension d'un camp militaire. 10 ans de combat et une première victoire. Avec le démontage du McDonald's de Millau, il devient dans les années 2000 l'une des figures internationales de la lutte contre la mondialisation. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Des actions illégales qui l'ont mené en prison à 4 reprises. L'objectif de l'action, c'est d'élargir le soutien, la prise de conscience et la mobilisation du plus grand nombre. C'est ça qui est important. Et donc, ce n'est pas une affaire de bisounours, c'est un combat. C'est pour ça qu'on parle de combat non violent. On ne parle pas de bini-oui-oui avec les petits oiseaux. Non, c'est un combat. Dans les années 2000, avec les faucheurs volontaires, José Bové multiplie les actions illégales contre les OGM.
Un combat dans lequel ils tentent de faire reconnaître par les tribunaux une notion juridique proche de la légitime défense, l'état de nécessité. Ce sont donc des actions qui sont menées de manière délibérée au nom de l'état de nécessité qui est reconnu dans la loi française. L'état de nécessité, c'est une légitimation du droit à agir pour se protéger d'un risque grave et imminent. Et effectivement, la pollution des OGM sur la biodiversité est effectivement quelque chose à empêcher parce qu'après, elle devient irréversible. Donc c'est un combat fondamental sur la protection du vivant et de la biodiversité. En clair, il est légitime de violer la loi pour mettre un terme à un danger imminent. En 2020, après 20 ans de combat, un tribunal a relaxé un faucheur volontaire au nom de cet état de nécessité. C'est avec cette même notion que les militants de Dernière Rénovation espèrent faire reconnaître la légitimité de leur combat. En plein cœur de l'été, des activistes ont interrompu le Tour de France à plusieurs reprises. Interruption en bref due à une nouvelle manifestation. C'est la 3e fois depuis le départ à Copenhague il y a un peu plus de 3 semaines maintenant. Le procès se tient à Auch, 5 mois après le coup d'éclat médiatique, dans une ambiance beaucoup plus confidentielle. Louise a tout juste 20 ans, un casier vierge. Ses parents sont venus des Landes pour la soutenir. Elle est convoquée devant le tribunal correctionnel avec 5 autres activistes. Là, je pense qu'on est tous un peu motivés de pouvoir parler, je pense. Et donc, ouais, presque hâte, mais un peu impressionnée en même temps. Les activistes encourent jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende pour entrave à la circulation. Pour les défendre, 2 avocates sont venues de Paris. Elles doivent convaincre la juge que le choix d'interrompre une course sportive est le seul moyen d'alerter sur la question de la rénovation énergétique. On sait que les émissions de gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement climatique. Pour limiter ces émissions-là, on a plein de façons de le faire. L'une des façons de le faire, c'est de rénover les bâtiments qui sont des passoires thermiques. C'est ce que propose Dernière Rénovation. Les pouvoirs publics ne le font pas ou ne le font pas du tout suffisamment. La désobéissance civile, ça permet d'alerter l'État et d'alerter la population sur la nécessité de le faire dès maintenant et de commencer à le faire dès maintenant. Donc ça participe à sa manière à se prémunir du danger qui arrive. Le procureur a requis une peine relativement faible, 500 € d'amende, dont 300 avec sursis. Bravo, hein. Mais l'objectif pour les activistes, c'est d'obtenir une relaxe qui reconnaîtrait la légitimité de leur action. Heureuse d'avoir pu parler un petit peu et trop fière de nos avocats. Ils ont fait un travail de fou. C'était vraiment... C'est puissant. Ça fait du bien. Le délibéré sera rendu le 24 janvier prochain. Quelle que soit la décision de la justice, elle ne devrait pas freiner l'essor de ces mouvements. Avec l'afflux ininterrompu de volontaires, les activistes continuent leurs actions.